BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. On retrouve notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Notre éditorialiste tech, évidemment, à BFM Business. Alors, Frédéric, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du 25e anniversaire de Google. Alors, une littérature très fournie. Vous avez choisi quel livre ? Alors, je choisis un livre qui s'appelle Google IT en anglais, qui pourrait se traduire par recherche-le sur Google ou alors Google-lise-le. Voilà. C'est écrit par l'américaine Anna Crowley Redding. Alors, c'est l'occasion de revenir un peu sur l'histoire de Google, mais surtout de voir. Alors, c'est quand même une société créée il y a 25 ans qui va flirter les 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ouais. Je vous laisse voir la progression en 25 ans de cette société, bon, qu'évidemment tout le monde connaît. Et puis c'est une entreprise, carrément, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs du mal à le dire, mais en 25 ans, un nom de marque qui est devenu un verbe. Presque un nom commun, hein. On se googlise, voilà, on parle plus comme ça. Alors déjà un mot sur l'auteur, Anna Crowley Redding. Elle est assez intéressante quand on regarde son parcours. Elle adore faire des biographies. Elle a fait Isaac Newton et Elon Musk. Donc vous voyez, elle a quand même un panel assez large. Et puis donc là, elle s'est vraiment intéressée aux deux fondateurs de Google, donc Sergey Brin, qui était un immigré russe, hein, il n'est pas américain d'origine. Et puis Larry Page, ils se rencontrent à Stanford à la fin des années 90. Et puis ils ont cette idée d'un moteur de recherche. Alors, on commençait à parler des moteurs de recherche, c'était Lycos, c'était Yahoo, et puis eux se disent, mais nous, on va aller un peu plus loin. Comme c'est des matheux, on va chercher, c'est-à-dire lorsqu'on rentre un mot-clé, eh bien, on va aller chercher tous les sites Internet vers lesquels pointent des sites sur lesquels il y a ce mot-clé. Donc, on va faire une sorte de statistique et se dire, finalement, quand je rentre, je sais pas, la librairie, ça m'envoie, beaucoup de sites m'envoient vers des sites où il y a marqué librairie, eh bien, ça doit être un résultat pertinent, donc c'est celui-là que je vais remonter en premier. Voilà, c'est un peu la base de leur algorithme. Ils vont en moins de 2 ans, ils vont balayer les Lycos, les Yahoo, ils vont même balayer Altavista. Donc il y avait un Français, Louis Monnier, hein, qui habitait pas loin d'ailleurs de nos studios à l'époque, qui avait ce moteur de recherche. Alors, ils vont balayer tout ça, ça va devenir vraiment la référence. Petite anecdote, elle le dit d'ailleurs dans le livre, lorsqu'ils recherchent de l'argent, ils se disent, donc ils n'avaient pas encore tout à fait lancé Google, on leur dit, allez voir l'un des fondateurs de Sun Microsystems, hein, qui était l'un des géants de la tech à l'époque, s'appelle Andy Bechtolsheim, et il va certainement vous aider. Il habite où ? Il habite la rue machin, donc du côté de Santa Clara. Ils y vont. Ils savent pas trop quel numéro. Ils disent, tiens, il y a une Porsche devant cette maison, ça doit être là. Et bingo, ils sonnent, c'était bien lui. Et il leur a quand même fait un chèque de 100 000 dollars là tout de suite. Et puis en 2 ans, voilà, ils sont partis. Et puis alors Anna Crowley rappelle quelques dates. 2004, introduction en bourse. 2006, rachat de YouTube. 2007, rachat de DoubleClick, donc dans la pub. 2007, c'est Android. 2014, c'est l'achat de DeepMind, donc dans l'IA. Et puis 2019, c'est l'arrivée de Sundar Pichai, l'actuel dirigeant. Alors il y a l'histoire, et puis il y a la petite histoire qui est celle de Google, qui pourrait être celle de n'importe quelle boîte. Et puis il y a la grande histoire, c'est comment ils changent nos vies. Exactement. Et je trouve que tout est dit dans la baseline. La baseline du livre, c'est comment 2 étudiants ont organisé Internet, ou ont réorganisé Internet, et ont changé le monde. Voilà, tout simplement. Et je pense que là, on raconte un peu tout ça. Certains disent ils visaient la Lune, et bien ils ont changé le monde. Et c'est vrai qu'ils ont pensé, alors c'est ce que dit le livre, en gros, je résume, ils ont changé notre façon de penser, d'inventer, d'organiser, d'expliquer. On efface la technologie, on met une interface beaucoup plus accessible, et puis derrière, bien, toutes les idées. À un moment, on parle de vidéo, ils rachètent YouTube. On parle d'IA, ils rachètent DeepMind. On parle de mobilité, ils lancent Android. Donc on voit, ils ont des idées sans cesse. Alors ils ont quelques échecs aussi, hein, les lunettes connectées, les robots, ils se sont lancés, c'était pas terrible. En tout cas, voilà, c'est une autre façon de mener une boîte, et avec grand succès. Petite piqûre de rappel quand même pour certains patrons, ils ont créé Google en 98. En 2001, ils nomment un président, hein, tout de suite, en se disant, nous on est les têtes pensantes, il faut quelqu'un pour gérer tout ça. Voilà, donc comment le livre s'appelle Google IT. Est devenu le système d'exploitation de nos vies. Oui, livre passionnant. Merci Frédéric Simotel. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotter, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Espagne et sa demande de gaz naturel qui continue en partie de venir de Russie. Oui, alors le cas de l'Espagne, parmi les principales économies de la zone euro, intrigue vraiment par son inflation qui tend vers les 2%, une sorte d'exception espagnole. Et c'est une économiste de la Banque centrale espagnole, María de los Llanos Matea, qui s'est penchée sur l'une de ses composantes essentielles, qui est l'énergie, et l'évolution des besoins en gaz naturel de son pays et donc de la formation des prix. Elle fait le constat central que la demande de gaz par les entreprises en Espagne chute de façon structurelle, de par les investissements réalisés dans leurs propres sources d'énergie renouvelable. Aussi bien les grands industriels que les PME en Espagne ont coupé dans leur demande dès le mois d'avril 2022, quelques semaines après donc, l'invasion de l'Ukraine et l'envolée des cours, mais avec la phase de stabilisation qui a suivi entre janvier et avril 2023, on voit que la tendance a quand même tenu du fait d'une amélioration générale de leur efficacité énergétique, de leur rentabilité énergétique même. L'effet prix a joué à plein auprès des industriels espagnols. Pour María de los Llanos, cette évolution, somme toute très rapide, va s'inscrire dans la durée. Le raffinage, l'électricité, le papier, la chimie et la pharmacie, nous explique-t-elle, sont les secteurs qui en proportion ont le plus réduit leurs besoins de gaz naturel. Les courbes ne sont pas vraiment les mêmes pour ce qui concerne les particuliers. Il y a vraiment une dichotomie entre les industriels et les particuliers. Une fois passé cette stupeur du début 2022, le niveau de la demande des Espagnols s'est nettement redressé début 2023, conséquence d'un reflux des prix de gros et du bouclier tarifaire financé par l'État espagnol. Ce qui fait dire à cet économiste que pour ce qui concerne les foyers, le repli ne se révèle que conjoncturel, contrairement aux entreprises pour qui c'est structurel. Et encore, c'est moins une question d'économie d'énergie que de corrélation avec les températures clémentes de l'hiver dernier, donc du chauffage des logements. Les Espagnols ont eu moins à se chauffer, donc moins à demander de gaz. Benahouda, on s'intéresse maintenant à l'effet des sanctions américaines contre les entreprises du Kirghizstan. Oui, alors c'est le directeur général du Conseil russe des affaires internationales qui nous livre sa perspective depuis Moscou. Comment les États-Unis sont en train de déployer des mesures punitives, restrictives à l'encontre de 4 entreprises du Kirghizistan qui travaillent avec la Russie et qui ne respecteraient pas les règles américaines dites de contrôle des exportations. La décision a été actée le 20 juillet. D'après Washington, ces sociétés kirghizes fournissent aux Russes des biens à double usage, c'est-à-dire civils et militaires. L'auteur s'appuie sur les documents officiels américains pour décortiquer les restrictions que les États-Unis ont instaurées dans les différents domaines technologiques qui, par extension, concernent aussi bien maintenant les mines que la construction, le BTP, l'aviation, l'espace, de la Russie. Ivan Timofeyev écrit que ces 4 entreprises kirghizes disposaient de signaux d'alarme, à la manière notamment dont un homme d'affaires italo-suisse et ses partenaires allemands et indiens ont été placés sur liste noire en tant qu'intermédiaires. Ce cas d'école en Asie centrale laisse percevoir une extension des blocages américains vers de plus en plus de produits manufacturés moins avancés technologiquement. Ça crée, je cite, des risques supplémentaires pour les contreparties russes dans les contrats avec les pays amis. L'analyste russe veut encore croire que ça ne mènera pas à un blocus comme avec l'Iran. Mais conclut-il, il ne faut pas se faire d'illusions sur les stratégies réelles des entreprises et des autorités des États amis comme le Kirghizistan. Tenir compte de toute la menace des sanctions qui s'imposent aussi à eux, même s'ils sont amis de la Russie. Et on termine avec la Chine, Benahouda. Que nous apprend l'analyse structurelle démographique de l'effondrement de la dynastie Qing ? Alors, c'est un travail d'une équipe pluridisciplinaire internationale de chercheurs au Japon, en Autriche, au Canada, etc. Elle comprend, il faut le noter, un économiste renommé de l'école de finance de l'Université normale de Shanghai. Cette dynastie Qing a régné en Chine, rappelons-le, de 1644 à 1912. En 1820, l'économie chinoise, donc sous cette dynastie, comptait pour 32,9% du produit intérieur brut mondial. Loin, c'était vraiment de loin la part la plus importante dans l'économie mondiale. On peut voir cela aussi, c'est intéressant, dans une série de références d'histoire statistique publiée une vingtaine d'années par l'OCDE. Alors ces universitaires de différents horizons s'appuient sur la théorie structurelle démographique qui établit l'influence des variables entre nombre d'habitants et capacité de production, la fabrication des élites,
et l'instabilité sociopolitique. George Orlandi et ses co-auteurs soutiennent que le quadruplement de la population, qui a culminé au XIXe siècle à plus de 400 millions de personnes, la concurrence exponentielle pour un nombre stagnant de postes dans l'élite, c'est très important, on va le voir, et la pression fiscale grandissante ont représenté autant de paramètres qui ont contribué à l'effondrement de cette dynastie. Leur démonstration veut que ni les incursions étrangères au cours du XIXe siècle dont on parle tant, ni la succession de chocs écologiques, de catastrophes, ne peuvent être jugées comme suffisantes pour expliquer que la dynastie tombe. Un facteur très instructif, on y revient, c'est celui qui porte sur l'absence d'élasticité du système institutionnel des Qing, lui-même hérité pour l'essentiel de la dynastie Ming. Ce système n'a pas été en mesure d'absorber le nombre croissant d'aspirants à l'élite qui avaient investi beaucoup dans leurs études coûteuses, études en 5 étapes, afin d'augmenter leurs chances d'obtenir le Graal, c'est-à-dire un poste dans l'administration. Les auteurs écrivent que ces crises passées ont le potentiel d'informer les dirigeants d'aujourd'hui afin de surmonter les difficultés par des réformes pacifiques. Ces chercheurs n'ont pas écrit à bon entendeur, mais ça y ressemble. On entend souvent que finalement il y a trop de fonctionnaires, trop d'administration dans beaucoup de pays. Là, manifestement, c'était le cas opposé. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Et pour cette dernière minute, nous voulions rendre hommage à Daniel Cohen, habitué de la librairie de l'Écho, qui nous a quittés le 20 août dernier. Et voilà, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on retiendrait chacun s'il fallait choisir un livre de Daniel Cohen, ce qu'on retiendrait. Christian Chavagneux, qu'est-ce que vous avez retenu, vous? C'est moi d'abord un petit témoignage. J'ai rencontré Daniel Cohen au milieu des années 90 quand j'étais au fonctionnaire au commissariat au plan et tout de suite, j'ai été frappé par une intelligence, une mécanique intellectuelle absolument remarquable. Il n'y avait pas beaucoup Internet au milieu des années 90. Il connaissait tous les débats des économistes américains, les dernières prévisions du FMI. Je ne sais pas comment il faisait. Il avait l'information tout de suite et la capacité de transformer en langage pédago de politique économique le résultat de ses recherches. Moi, plutôt qu'un livre, j'incite ceux qui nous écoutent à aller voir l'entretien qu'il a donné à la revue Le Débat en 2018 sur la profession d'économiste. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste? Et là, il dénonce l'obscurantisme, c'est son mot, dans lequel la science économique dominante est tombée. Il dit qu'elle est en train de s'en sortir avec la psychologie, Kahneman, Tversky, avec les institutions, la Douglas North, avec les données, avec les études empiriques. Et il dit à la fin, vous savez, moi je pense qu'on surestime le pouvoir des économistes. Les hommes politiques, ils choisissent pour des raisons idéologiques leur politique, mais après ils vont chercher les bons économistes qui vont justifier leur politique. Donc j'ai trouvé que cette interview elle était vraiment intéressante et il termine en disant le rôle de l'économiste c'est quoi? C'est de faire voir à toute la société qu'il y a toujours plusieurs solutions possibles à un problème économique. Il y a plusieurs alternatives économiques, je ne pouvais pas passer à côté. Jean-Marc Daniel, vous avez retenu quel livre? Alors ça a été un choix très difficile parce que l'œuvre de Daniel Cohen est à la fois abondante et extrêmement pertinente et beaucoup de ses livres auraient pu être retenus. Moi j'ai choisi Nos temps modernes, donc c'est une allusion d'ailleurs Nos temps modernes au film de Charlie Chaplin où on le voit dans une usine automobile qui quitte la chaîne et donc Daniel Cohen essaie d'anticiper, c'était il y a une quinzaine d'années et c'était assez bien vu quand on relit ce livre, d'anticiper ce que va devenir le travail au fur et à mesure qu'on va quitter la chaîne, l'atelier, l'usine pour aller vers de plus en plus d'informatique, de numérique. On ne parlait pas encore dans ce livre à l'époque d'intelligence artificielle, mais enfin il y a beaucoup de choses qui sont là et surtout c'est écrit dans un style très agréable. Daniel Cohen avait une formation de mathématicien de haut niveau, il avait été reçu à l'école normale supérieure en voie mathématique et il s'était toujours imposé de s'exprimer dans un français littéraire, de ne pas se réfugier derrière les équations pour écarter une partie des gens de son raisonnement. Et donc, ces livres sont toujours très clairs, très faciles à lire, et je trouve que celui-là est particulièrement bien mené. Eh bien, moi, j'ai retenu, allez, on va dire peut-être celui qui l'a révélé au grand public. C'était en 1997, c'était Richesse du monde, pauvreté des nations, et il s'interrogeait sur effectivement les causes finalement des inégalités qui s'étaient creusées à la fois entre les pays et au sein des pays. Et là, on retrouve exactement les qualités que Christian a exprimées et qui étaient uniques, un sens de la pédagogie formidable, c'est-à-dire qu'il a appris l'économie à des générations de Français. Et puis moi, ce qui me fascinait, mais ça rejoint ce que vous disiez Christian sur sa culture,
c'était cette capacité à mobiliser toutes les sciences sociales autour de l'économie. C'est-à-dire que dans ses livres, il y avait de la philosophie, il y avait de la sociologie, il y avait de l'anthropologie. C'était vraiment moi, c'était ça qui me fascinait et qui faisait que tout ce qu'on lisait paraissait limpide et il rendait tout le monde intelligent. Il va nous manquer, Daniel Cohen. Voilà, c'était cette première librairie de l'écho en studio de la saison. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.